Bienvenue pour cette table ronde sur la stratégie du numérique pour l'éducation. Je me présente, Stéphane Trenel, je travaille à la direction du numérique pour l'éducation. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais donc proposer à nos 4 intervenants de se présenter tout de suite. Alors, bonjour à toutes et à tous, Mylène Ram, association Avica. Donc l'Avica est une association de collectivités territoriales. Je suis chargée de mission pour le numérique éducatif. Je la fais un peu plus longue. Donc l'Avica, donc association de collectivités territoriales, on a 35 ans d'existence. On est spécialisé dans le numérique, mais surtout dans les déploiements de réseaux de fibre optique par les collectivités territoriales. Donc voilà, donc on est un élément. Moi, je suis un élément un peu spécialisé dans cette association. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Audran Le Baron, je suis le directeur du numérique pour l'éducation depuis un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Direction du numérique qui est à la fois la DSI du ministère, direction des systèmes d'information du ministère, mais aussi la direction qui porte le numérique éducatif, le service public du numérique éducatif au sein du ministère. Bonjour, moi je suis Célia Rosentraub et je dirige les éditions Atier, mais aujourd'hui je suis là en tant que présidente de l'association des éditeurs d'éducation qui fédère l'action collective de tous les éditeurs scolaires quasiment. Une vingtaine de maisons et de marques d'éditeurs scolaires français. Et sur la question du numérique éducatif, on est depuis longtemps associés aux différents plans, que ce soit les plans du ministère ou les plans des collectivités territoriales, puisqu'on a accompagné, alors ça remonte à quelques années, mais le premier plan qui était dans les Landes, au début des années 2000, qui était un collégien, un portable, et puis plus récemment, évidemment, les plans des différentes régions qui ont fait une bascule au numérique via les manuels numériques. Bonjour à tous. Alors nous, on n'était pas là dans les années 2000, mais on est là dans les années 2022. Donc Anne-Charlotte Monneray, déléguée générale du réseau EdTech France, qui fédère presque 500 entreprises du numérique pour l'éducation et la formation en France. Il y a d'ailleurs de nombreux membres qui sont présents et exposants sur ce salon, dont presque 70 sur le village Startup. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils vous expliqueront mieux que moi ce qu'ils font très bien. Et du coup, voilà, des entreprises du numérique qui aussi sont associées à cette fameuse stratégie dont nous allons vous parler aujourd'hui. Merci à tous les 4 d'avoir accepté d'intervenir dans cette table ronde. Donc les présentations sont faites. Et pour débuter, donc, je vous propose qu'on puisse d'abord échanger sur pourquoi et quelles sont les raisons d'utiliser du numérique à l'école. D'enchaîner également sur comment on a travaillé ensemble pour établir cette vision stratégique, et puis de terminer évidemment sur la stratégie. On prendra évidemment quelques questions en fin de table ronde en fonction du temps qu'on aura laissé pour cela. Alors, on commence tout de suite avec vous, Mylène. Donc, vous représentez en fait les collectivités territoriales, donc elles investissent énormément dans l'éducation, dans le numérique. Moi, je pense souvent au matériel, à la connectivité, au PC, au tableau numérique interactif. Et donc, quelles sont aujourd'hui les initiatives qui sont portées par les collectivités vis-à-vis du numérique, et comment finalement le numérique est perçu à l'école par les collectivités? Alors, pour être exact, on va reprendre par la loi, puisque dans les compétences, les collectivités doivent toutes investir dans l'informatique. On disait avant, maintenant on dit aussi dans le numérique. Et elles investissent pas seulement dans la partie visible, c'est-à-dire que la partie visible, ce sont effectivement les terminaux, les ordinateurs, les écrans interactifs, mais d'abord, elles investissent aussi dans les réseaux. Donc dans les réseaux haut débit, elles refont aussi les réseaux internes, ce qui coûte très très cher, et enfin, elles fournissent des terminaux, donc on a dit vidéoprojecteurs, tablettes, ordinateurs, serveurs, etc. Et elles doivent sécuriser le tout, et elles doivent surtout faire en sorte, depuis 2013, puisque c'est officiellement écrit dans la loi, que tout cela fonctionne. Et c'est surtout cela, en fait, le travail d'une collectivité territoriale. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la région Aura achète entre 10 et 11 000 PC. Lorsqu'il n'y a pas de nouveaux établissements, elle en achète entre 10 et 11 000 PC par an. Donc là, je parle uniquement des PC. Donc elle les achète, elle les déballe, elle les installe, elle les formate, elle les prépare de manière à ce qu'ils soient utilisés. Et pour vous donner un autre exemple, par exemple le Doubs, il achète 1200 PC et environ, je lis mes notes, 800 tablettes par an.
Alors, ce qui n'est pas facile, en fait, c'est de trouver la bonne position, où on positionne le curseur entre la liberté pédagogique des enseignants et ces fameux droits d'administration que les enseignants souvent voudraient voir ouverts, mais qui empêchent la collectivité de bien maintenir et de bien faire fonctionner les PC. Et donc c'est là où il faut qu'on trouve, il y a une forte adhérence entre le logiciel et le PC. Et c'est là où il faut bien positionner le curseur. Et c'est là où je crois que l'on a beaucoup de travail à faire. Donc notamment, nous, dans l'idéal, ce qu'on aurait bien voulu avoir, mais ça se fait maintenant de plus en plus dans les académies, c'est une liste des logiciels. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce qu'on aimerait, c'est avoir un retour des usages réels, des besoins réels. Et ça, c'est assez compliqué. Et notamment, alors, des usages et surtout des fonctionnalités informatiques. Je vous donne un exemple très basique que me donnent les collectivités. En fait, on aimerait que l'on ne nous dise pas il nous faut une imprimante, mais on voudrait pouvoir imprimer. Et à la collectivité ensuite de faire de rédiger son catalogue. Enfin, puisqu'on parlait des grandes initiatives, il y a aussi bien évidemment les ENT qui sont une phase très visible de l'investissement des collectivités territoriales. Et là, je pense que le modèle de l'ENT va un peu bouger avec la stratégie. Voilà, on verra. Et peut-être aussi d'ailleurs le modèle d'équipement. Merci beaucoup, Mylène. Donc, on parlait des usages. Je vais me tourner vers Célia. Et donc, on voit aujourd'hui que, si on est un petit peu observateur, que le numérique, en fait, impacte tous les secteurs d'activité. On le voit et donc porte un certain nombre de promesses. Les éditeurs d'éducation proposent notamment des services et notamment les manuels scolaires. Comment vous percevez justement l'arrivée du numérique par rapport à cette offre ? Donc en tant qu'éditeur de manuels scolaires, il y a déjà un lieu commun que j'aimerais démonter, c'est qu'un manuel scolaire ne se résume pas à sa forme papier. En fait, un manuel scolaire, c'est pas un support, d'accord ? Un manuel scolaire, c'est un ensemble de ressources qui ont été éditorialisées, qui sont cohérentes les unes avec les autres, qui emmènent et qui entraînent une progressivité des apprentissages, qui ont été pensés et réalisés par des auteurs et validés par des éditeurs, voire des chercheurs. Donc c'est une œuvre de l'esprit au sens strict du terme, et c'est pas un simple recueil de données sur du papier. Donc ça, c'est important à bien intégrer pour justement l'entrée de ce manuel scolaire dans le numérique. Parce que ce qui est important, c'est de préserver cette progressivité, cette structuration, cette organisation. Et dans le numérique, je dirais encore plus. C'est d'autant plus crucial parce que tout le monde a besoin de se repérer en fait au sein de la multitude que propose le numérique. Donc la valeur du manuel scolaire, qu'elle soit en papier ou en numérique, reste. Néanmoins, le numérique, évidemment, apporte tout un tas de possibles pour les manuels scolaires. Et aujourd'hui, les manuels scolaires que vous avez entre les mains, si vous êtes enseignant, n'ont rien à voir à ceux que vous avez eus peut-être dans les années 2000. Donc ça emporte quoi essentiellement ? Ça emporte déjà une possibilité d'actualisation. Et la possibilité d'actualisation, elle est très importante pour les disciplines comme les sciences humaines, par exemple. Donc l'histoire géo, les sciences, les SES, puisque évidemment, on peut venir chaque année actualiser les tableaux, les cartes, les graphiques. Et cette actualisation, elle est rendue possible, en fait, du fait du numérique, bien sûr, mais surtout du changement du modèle économique associé au manuel. Puisqu'avant, on vendait un manuel papier qui restait dans les établissements pendant, au mieux 4 ans, au pire 8-10 ans. Donc évidemment, au bout d'un moment, les enseignants, enseigner avec un vieux manuel, ça ne les intéressait plus. Et donc, avec le numérique, nous sommes passés à des modèles de licence annuelle par élève. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part qu'effectivement, on peut actualiser d'une année sur l'autre. Et ça veut dire aussi et surtout que l'enseignant, il peut changer de manuel d'une année à l'autre. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça offre une liberté supplémentaire aux enseignants. Et ça contribue, si vous voulez, à l'amélioration aussi perpétuelle des manuels scolaires, puisque si on se rend compte que des manuels sont délaissés d'une année sur l'autre, eh ben, le manuel va être repris, va être enrichi, va être amélioré. Et ça, c'est un système très vertueux qui ressemble au système finalement évidemment très collaboratif du monde digital, où il y a une évaluation permanente entre pairs, et c'est très vertueux pour l'amélioration des ressources. Donc ça, c'est un point que le numérique, qui était déjà dans le papier, parce qu'en fait, les choix collectifs des enseignants aboutissaient à la même chose, sauf que là, c'est amplifié.
Alors évidemment un manuel numérique, mais ça va sans dire, ça prend aussi des ressources de type évidemment vidéo, carte interactive, etc. Mais on a dépassé ça depuis longtemps. Et ce qui est important, c'est en fait d'avoir en tête que on a des fonctions différentes entre ce qu'on peut faire sur le papier et ce qu'on peut faire en numérique. Donc sur le papier va être privilégié par exemple pour des travaux de mémorisation ou de la lecture de textes longs, là où évidemment le numérique va être plus utile pour faire de l'entraînement, de l'autocorrection. Voilà. Donc aujourd'hui, les manuels de l'ensemble des éditeurs scolaires emportent cette hybridation entre un papier et un numérique. Et ce qui est important aussi à avoir en tête, notamment pour les collectivités locales, parce que ça veut dire qu'en termes de financement, on n'est pas forcément dans un financement 100% numérique ou 100% papier. Il faut avoir en tête qu'on peut avoir des supports qui sont des supports bimédias. Et puis, évidemment, ça emporte aussi, j'en finirai par ça, la possibilité de différencier, personnaliser, puisque désormais, les manuels scolaires vous permettent aux enseignants de préparer leurs propres séquences à partir des contenus des manuels, mais aussi de leurs propres contenus, et permettent aussi d'adresser des groupes d'élèves, des élèves en particulier, avec des travaux différenciés. Et c'est très important, j'en parle parce que c'est vraiment souvent sans les oublier, c'est le lycée professionnel et les lycéens professionnels à qui on peut proposer aujourd'hui de la simulation de gestes professionnels associés à des manuels qui sont plus théoriques. Et ça, c'est très important, avec notamment des serious games qui peuvent apporter beaucoup sur cette cible-là. Voilà. Merci. Restons encore sur les usages. Et donc Anne-Charlotte, on est dans le temple un peu de l'EdTech. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui présentes sur le site. Elles sont par construction en fait très innovantes et elles prennent en compte presque nativement le numérique. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de travaux, de services qui sont proposés, et pour vous, comment les EdTech finalement se positionnent face aux attentes du terrain, des enseignants, des élèves et des parents? Alors, pour rappeler, les EdTech, c'est aussi vaste que ce mot EdTech qui couvre énormément de choses et qui rassemble toutes les entreprises qui ont pour but de rendre l'apprentissage plus innovant, plus ludique, plus personnalisé, au service de tous les apprenants, quel que soit leur profil cognitif, leur âge et leur localisation géographique. Donc ça, c'est la promesse derrière le terme EdTech. Et après, comment ça se réalise concrètement, ça passe par trois manières de faire, soit des outils, des ressources et des solutions qui vont travailler sur la digitalisation de la pédagogie, donc des contenus disciplinaires adaptés à tous les niveaux, toutes les matières, sur des temps de travail individuel, collaboratif, en classe ou à la maison. Tout ce qui va concerner la digitalisation de la vie d'établissement, la vie scolaire, du lien école-maison, du lien entre les enseignants, entre les chefs d'établissement et leurs équipes, entre les collectivités et les écoles. Et ensuite, tout ce qui va être la digitalisation des processus d'apprentissage. Donc tous les outils qui vont permettre de créer des cours, de préparer des cours, de faire passer des examens, de réviser, qui vont permettre du coup une meilleure expérience d'apprentissage, comme je vous le disais. Ça, c'est les trois grands segments de marché. Vous avez énormément de choses qui existent. Ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans toutes les solutions pour permettre ce qui s'appelle l'adaptive learning, donc des solutions qui s'adaptent au niveau de l'élève en temps réel pour faire ce que le professeur fait déjà dans sa salle de classe, c'est-à-dire la différenciation pédagogique. C'est une des tendances qui existent. Il y en a d'autres, on pourra peut-être en reparler. Des ressources pour apprendre les langues, pour apprendre les mathématiques, pour visualiser les sciences, pour apprendre la programmation. D'ailleurs, des ressources qui sont avec ou sans écran. Je rappelle que comme il y a de l'éducation au numérique et par le numérique, on peut aussi faire du numérique sans écran. Je rejoins Célia sur ce point. Donc voilà, donc ça c'est un peu le panorama. Après, comment les EdTech répondent aux attentes? Donc déjà, les attentes, elles sont diverses. Il y a les attentes des enseignants, les attentes des familles, les attentes de l'institution, les attentes des territoires et les attentes aussi de l'élève. Avec toujours trois obligations. L'obligation de confiance, parce que certes, il y a eu un rapprochement entre le monde privé et le monde public suite au confinement et à la crise sanitaire, mais un lien de confiance, ça s'entretient. Donc il y a aussi cette démarche-là à mener sur le terrain. Il y a un pilier sur l'efficience. Comment est-ce qu'on prouve que ça marche? Comment est-ce qu'on prouve que le niveau de l'élève progresse grâce à l'utilisation d'outils numériques? Comment est-ce qu'on prouve que ça facilite réellement le quotidien de l'enseignant? Et ensuite, il y a un besoin de formation, une attente sur la formation,
Et je commence à dire que les EdTech ont un vrai savoir-faire dans l'accompagnement à la prise en main des outils numériques par les enseignants. Une EdTech, ce qu'elle fait quand elle développe un produit, elle va sur le terrain, elle part d'une expérimentation, elle parle aux enseignants, elle parle aux établissements, elle fait en sorte que sa solution, elle réponde réellement à un besoin, elle s'entoure d'une communauté de professeurs ambassadeurs, de bêta-testeurs, et elle essaye dans la mesure du possible de construire quelque chose qui parte des usages. Une co-construction donc qui parfois est labellisée par des dispositifs comme EduUp qui vont montrer cette capacité à être dans les classes et surtout à travailler avec la recherche. Autre attente d'ailleurs à laquelle l'écosystème répond, la capacité à prouver que ça fonctionne, à s'appuyer sur les neurosciences, les sciences cognitives. Donc, voilà, donc il faut être à l'écoute, c'est ce que fait l'écosystème. Il faut être capable d'aider à la prise en main des outils, c'est ce que fait aussi l'écosystème. Et il faut instaurer un lien de confiance permanent entre les entreprises et les utilisateurs et les acheteurs, qui ne sont pas les mêmes. Et ça passe par des temps de travail commun. Audran Le Baron reviendra dessus. Et ça passe aussi par une mise en évidence permanente de ce que le numérique peut apporter, doit apporter, avec une ouverture au retour terrain, et c'est ce qui fait, je pense, la force de notre écosystème français. Je terminerai là-dessus. Sa capacité à écouter les enseignants. Beaucoup d'entrepreneurs sont des anciens enseignants, et c'est ce qui fait aussi notre unicité en Europe. Donc j'espère que le dialogue continuera longtemps. Merci beaucoup, Audran. Vous êtes arrivé à la DNE en juillet 2021, donc vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a à peu près 18 mois. Vous aviez consulté, vous aviez échangé à votre prise de poste avec tous les acteurs, les collectivités territoriales, les entreprises de EdTech, les éditeurs, pour parler que ceux aujourd'hui qui sont autour de la table. Vous avez décidé effectivement de trouver un cap, d'avoir une réflexion autour d'une vision stratégique. Et avant d'aller justement vers cette vision stratégique, vous aviez posé finalement une réflexion autour d'un pourquoi. Pourquoi ? Et donc, ce qui revient ici à poser la question toujours des usages. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient finalement les 4 raisons clés qui vous a poussé à lancer ces travaux autour d'un cap commun ? Oui, cette question du pourquoi vouloir développer le numérique en fait à l'éducation, elle semble aller de soi d'un certain nombre d'experts, et probablement qu'il y en a beaucoup ici présents parce que vous n'êtes pas au salon Educatech par hasard. Mais je suis à peu près persuadé que 80% des gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire pas passionnés a priori de numérique, se la posent et n'ont pas forcément la réponse à la question. Et pour moi, il n'y a rien d'évident à cette nécessité de développer le numérique dans l'éducation. Enfin, il n'y a rien, en tout cas, qui soit spontanément évident de tout un chacun. Donc, je pense que c'est important, avant de s'embarquer dans une stratégie de développement de cette filière, de bien se reposer la question de pourquoi on fait tout ça. C'est quoi la raison d'être du numérique dans l'éducation ? Et donc, j'ai l'habitude d'y répondre effectivement par 4 grandes raisons. Bon, voilà, on ne se refait pas, j'aime bien catégoriser et dénombrer. La première raison, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Je vais dire des évidences, pardon, mais nous vivons dans un monde de plus en plus numérique. Tout passe désormais, beaucoup de choses passent par le numérique, les relations sociales, nos achats, la recherche d'informations, voilà, tous les domaines professionnels sont désormais embarquent du numérique, etc. Donc tout a été transformé par le numérique, et il est nécessaire, et l'école a un rôle fondamental à jouer pour faire de nos enfants, de nos élèves, de futurs citoyens éclairés dans ce monde qui s'est complètement transformé avec le numérique. Donc là, il y a un rôle essentiel de l'école, avec un grand E, de l'éducation, dans ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Derrière, ça veut dire déjà sensibiliser nos élèves à la fois aux possibilités offertes par le numérique, mais également aux limites et aux dangers potentiels du numérique, parce que souvent ça démarre par des dangers. Quand on est un jeune enfant qui commence dans le numérique, voilà, il y a des sujets de cyberharcèlement, il y a des sujets de protection de ses données qui apparaissent très vite, donc il y a ce volet-là, mais il y a plus généralement
l'enseignement de la compétence numérique, avec derrière un enjeu de souveraineté à long terme, c'est-à-dire faire en sorte que la France, l'Europe ait de futurs talents qui puissent exercer demain dans la filière du numérique et finalement garder ou conquérir plutôt une certaine souveraineté en matière de numérique en France et sur le continent. Deuxième réponse, et là c'était plus ce qui a été rapporté ici, c'est le numérique comme outil au service des apprentissages. Et donc je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais juste quand même insister sur un point, c'est que le numérique peut être un outil utile au service des apprentissages. Mais là non plus, il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de magique. Pour que ça le soit, encore faut-il qu'il soit bien conçu, donc d'où le travail au plus près du terrain, avec des vrais professeurs, des vrais élèves, dans des vrais contextes, avec un retour de la recherche pour juger de l'efficacité de telle ou telle solution. Ça nécessite aussi une formation, parce que voilà, quand on livre un outil comme ça, et puis démerdez-vous, c'est pas comme ça qu'il sera le mieux utilisé et qu'on en tirera le plus profit. Donc pour ça nécessite un effort de formation conséquent, qui relève souvent d'ailleurs du ministère, puisque là c'est le ministère qui est compétent pour former les enseignants. Donc voilà, il n'y a rien d'automatique, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien accompagné, etc., ça peut être un outil extrêmement précieux au service des apprentissages pour la différenciation, la remédiation personnalisée, enfin toutes les bonnes raisons qui ont déjà été évoquées. La troisième raison qu'on peut évoquer, c'est le numérique comme un outil qui vient simplifier les tâches, un certain nombre d'activités. Donc ça peut être des tâches administratives, alors plus pour les directeurs, personnels de direction, etc. Parce que voilà, les demandes de bourse, les inscriptions au collège, lycée, etc. Voilà, c'est des choses qui peuvent être simplifiées par l'outil numérique, à condition, là encore, qu'il soit bien fait, que l'expérience utilisateur soit soignée, etc. Mais ça peut être aussi les activités des professeurs dans leur classe. Typiquement, je crois que tu l'as évoqué également, Anne-Charlotte, et Célia aussi, sur la capacité d'un professeur avec les outils de très vite avoir un tableau de bord pour savoir quels sont les élèves qui sont en difficulté, sur quel type d'apprentissage, pour pouvoir intervenir de façon plus rapide en remédiation auprès de tel ou tel sous-groupe de sa classe. Chose qui est également possible sans l'outil numérique, mais potentiellement plus compliqué. Et puis le dernier aspect, c'est l'outil numérique comme un outil au service de la continuité pédagogique, de la résilience de l'école. Alors ça, évidemment, on l'a tous vécu pendant la crise du Covid. Heureusement que le numérique était là, même s'il était encore balbutiant ici ou là, pour pouvoir assurer cette continuité administrative et pédagogique. Mais voilà, au-delà des crises sanitaires comme on a pu en connaître, au quotidien, il peut y avoir 1000 raisons qui coupent l'élève de son établissement, que ce soit une route enneigée, un dégât des eaux, un prof absent ou que sais-je. Et donc là encore, le numérique peut être un outil très utile pour la continuité pédagogique. Zoomons un petit peu du coup sur la méthode de travail, et puis après on rezoomera également sur la stratégie, on évoquera les grandes lignes. Sur la méthode de travail, Audran, finalement comment ça s'est passé? Pourquoi ce choix de cette consultation assez large des acteurs? Quelque part la table ronde ici est un peu illustrative, c'est-à-dire qu'on a voulu qu'il y ait non pas tous les acteurs qui soient représentés, parce qu'il aurait fallu agrandir le cercle, mais au moins les principaux, c'est-à-dire les collectivités locales, les éditeurs scolaires, les entreprises de l'EdTech et plus généralement tous les fournisseurs finalement de services, de ressources numériques pédagogiques. Donc on a tous ces acteurs, mais au-delà, alors le ministère évidemment, je ne me suis pas cité, mais quand je dis le ministère, c'est pas que la direction du numérique pour l'éducation, c'est également chaque académie qui a une certaine autonomie aussi dans l'organisation de la pédagogie. C'est également tous les opérateurs du ministère, que ce soit Réseau Canopé pour la formation des enseignants, que ce soit le CNED pour les apprentissages à distance, que ce soit l'ONICEP pour l'orientation, etc., etc. Donc il y a un nombre d'acteurs très important qu'on a même cartographié, et ça fait presque peur quand on voit tous les acteurs qui sont présents dans le numérique pour l'éducation. Et à un moment donné, si on ne s'entend pas tous
non pas pour avoir tous exactement la même ligne et tous suivre au pas le même objectif, mais au moins de s'entendre sur un cadre et un cap globalement convergent. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque acteur va nager dans son couloir de natation sans trop regarder à côté. Et donc les collectivités vont équiper, les élèves, les écoles, le ministère va former, les fournisseurs de services éducatifs vont apporter des ressources. Mais voilà, si on ne s'est pas mis un peu d'accord ensemble sur quelle direction, quel cap on va suivre, ben voilà, on se disperse et ça aboutit in fine à une offre à la fois pléthorique, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, c'est riche, mais dans le mauvais sens, c'est foisonnante ou un peu dispersée et morcelée. Or, il importe de mettre un peu d'ordre, en tout cas de rendre plus lisible l'offre de numérique pour l'éducation. Et donc pour ça, ça suppose déjà de partager un certain nombre de principes, de valeurs, d'objectifs macroscopiques. Et donc c'était tout l'enjeu de cette démarche stratégique. Et donc pour ça, on a rien de tel que la concertation. Et donc on a, au travers de plus de 60 ateliers, tu es bien placé pour le savoir Stéphane, parce que c'est toi qui les as animés, en grande partie, plus de 60 ateliers, d'abord en bilatéral avec chaque acteur pour comprendre les intérêts, les objectifs de chacun, puis de façon transversale par thématique, avec l'ensemble des partenaires autour de la table pour commencer à co-construire cette vision stratégique. Et donc là, on en est à finaliser cette vision pour la proposer au ministre et pour pouvoir la porter collectivement pour les prochaines années. Donc on espère pouvoir porter cette stratégie au tout début de l'année prochaine. Anne-Charlotte, Célia, Mylène, vous avez participé à cette concertation. Quel a été pour vous le moment fort de ce travail, cette réflexion? Bon, dans l'ordre que vous voulez. Personnellement, quand je vais à la piscine, j'aime beaucoup les couloirs de piscine. C'est vrai, ça y est, voilà. Non, ce qui était intéressant dans tout ce que l'on a fait, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé ensemble, il y a même certains moments où je me demandais, où mon directeur me disait « pour qui travailles-tu » Mais c'était pas tant les moments que tout le processus, en fait, toute la richesse des ateliers qu'il y a eu, et surtout tout l'échange que moi j'avais jamais vu avec la DNE. Donc on a énormément discuté. On était bien sûr pas d'accord sur tout, mais déjà ça met ce qu'on dit des fois, c'est ce que me disent des fois les collectivités, c'est que l'important c'est pas la convention qu'on va écrire, c'est le fait d'être tous autour de la table et du coup de se connaître et de discuter ensemble. Là c'était un peu pareil, même si on ne fera pas une convention à la fin. Donc ça c'était intéressant et en plus c'était agréable. Autre point qui était intéressant, mais Audran Le Baron vient de le dire, c'est qu'on s'est reposé la question de pourquoi le numérique à l'école. Et ça c'était intéressant dans le sens où entre la loi Payon qui date de 2013, donc qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine, et aujourd'hui, le numérique a énormément changé. Il y a ça qui a énormément changé. On l'a tous dans notre poche. Il y a 10 ans, on ne l'avait pas du tout. Donc, il fallait, je pense que c'était nécessaire de se reposer les bonnes questions, même si Audran Le Baron avait déjà un certain nombre de réponses. Et en plus, il y avait une sorte un peu de désacralisation, on va dire, du numérique. On a eu un petit moment de flottement au début, je vous l'avoue, notamment lorsque Audran Le Baron a utilisé le terme État-plateforme, où tout le monde, les collectivités se sont dit mais l'État veut faire les ENT. Voilà, donc après on a eu des explications de texte. Et après, assez clairement, je crois que tous les acteurs, il faudra qu'on s'approprie un certain nombre de notions. Alors, je vous les livre un peu en vrac, mais sans doute qu'elles vous seront reprécisées, l'interopérabilité des données, la plateforme de données, les communs numériques. Voilà, donc il va falloir qu'on trouve des cas d'usage, il va falloir qu'on se fasse une culture du numérique. Anne-Charlotte ? Oui, et déjà, on se parlait avec le ministère avant cette stratégie, on se parlait avant, on se parlera après.
C'est d'ailleurs le fondement même, je pense, Célia, de nos associations, toi plus ancienne que la mienne. Tech France a été fondée en mai 2018 et l'objectif est justement de rassembler la voix de toutes ces entreprises de la tech pour simplifier le dialogue avec l'institution. Il y avait eu le Grenelle de l'éducation, il y avait eu des propositions de la part de la filière sur notamment le 1-1-1, 1 euro d'investissement dans l'équipement, 1 euro d'investissement dans les ressources numériques, les EdTech, et 1 euro d'investissement dans la formation des enseignants. Donc il y a beaucoup de choses proactives qui émanent de la filière, beaucoup de choses proactives qui émanent du ministère. Et l'objectif, c'est qu'on se parle le mieux possible. Là, ce qui était intéressant, c'était que ces ateliers thématiques, donc justement avec des éléments très précis, que ce soit sur la data, l'interopérabilité, les achats, les programmes scolaires, la formation, plein de points spécifiques sur lesquels nos entrepreneurs ont pu participer. Et ça, c'est important parce que les entreprises de la tech sont des... Si vous êtes entrepreneur dans la salle, vous êtes très occupé. Si vous êtes enseignant dans la salle, vous êtes très occupé. Et du coup, c'est difficile de dégager du temps pour faire remonter des idées un peu systémiques que vous avez au fur et à mesure de votre parcours d'entreprise. Et ces ateliers animés par Stéphane, l'intérêt était justement d'écouter la voix du terrain, côté entreprise, pour essayer de dégager une pensée commune. Parce que nous, en tant qu'association, on peut l'apporter, mais c'est toujours mieux que nos membres montent au créneau. Donc ça, c'était extrêmement utile, je pense. Et surtout, c'est des mécanismes de fonctionnement qui, normalement, aboutiront à des choses, j'espère, utiles aussi pour les entrepreneurs. Et je terminerai juste en disant que cette démarche de stratégie numérique, on l'a aussi côté de Tech France avec le MESRI, donc l'enseignement supérieur et la recherche, avec le ministère du Travail. Et l'objectif de filière professionnelle, c'est justement de faciliter ce dialogue pour avoir une politique publique qui soit au plus proche du terrain, au plus proche des réalités financières, économiques des acteurs et au plus proche des besoins des enseignants qui sont du coup fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. Donc, voilà, et tout ça pour dire aussi qu'il y avait un thème sur la sobriété et le numérique responsable. C'est un thème qui est d'actualité, on en parle beaucoup, c'est dans les médias. C'était un colloque qui s'appelle Ludovia cet été. Et je lance une piste de réflexion, peut-être qu'il y aura des questions dans la salle là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle de numérique responsable, de numérique utile, parce qu'on en est en France aussi à un niveau où il ne faut pas que cette réflexion freine l'accession au numérique par tous les territoires, par tous les enseignants, par tous les élèves. Donc c'est juste pour réinsister en disant que c'est important d'avoir les deux réflexions en même temps, un numérique utile et sobre et un numérique pour tous, et pas qu'une réflexion freine l'autre réflexion. C'était juste mon point. Ce qui était... alors effectivement, moi j'ai un peu plus de recul que la filière EdTech, et donc c'est effectivement, moi ce que je salue dans cette démarche, c'est la première fois où je vois quand même l'ambition de porter une vision pérenne et stable. Et ça, c'est très très important parce qu'on est confronté à des temps longs qui sont les temps de l'appropriation pédagogique, qui se heurtent souvent au temps très court du politique. Et on sait que ce sont des freins. En fait, depuis 2012, là, j'ai fait un petit décompte. Les enseignants ont eu 7 grands plans numériques et je compte pas voilà, tous les plans annexes. Et on voit bien, et la recherche le montre, que c'est un frein à l'adoption des nouvelles technologies. Toutes les injonctions institutionnelles sont des freins à l'adoption de la technologie. Et surtout, en fait, comme il n'y a pas d'assurance d'un temps long, les enseignants, ils ne vont pas adopter un service ou une ressource ou une service ou une ressource parce qu'ils ne savent pas si à la prochaine alternance politique, ce service ou cette ressource sera toujours là. On a d'ailleurs un peu le sujet avec les régions aujourd'hui qui sont passées massivement au numérique. Hein, on peut se poser la question. Donc ça, c'est un frein et je trouve salutaire qu'on inscrive, même s'il y a toute cette démarche dans le temps long, parce que d'une part aussi, les collectivités territoriales sont associées. Nous sommes associés et c'est très utile. Et puis, les entreprises de l'EdTech, nous, on a besoin aussi de ce temps long nous sommes des entreprises privées et donc nous devons planifier nos investissements. Donc, savoir où va le numérique éducatif, où veut aller le ministère, où veulent aller les collectivités, c'est très important pour nous pour investir au bon endroit et savoir qu'on peut investir aussi. Parce que tant qu'on n'a pas cette garantie-là, l'innovation ne se fait pas. Il y a un point aussi qui m'a semblé important, c'est ce que vous avez dit, Audran, sur se poser évidemment la question du numérique. Pourquoi faire ? Nous, on se la pose tous les jours. Et on réfléchit à ça toute permanence. Et on est convaincus
que la mutation numérique, elle sera évidemment pédagogique ou elle ne sera pas. Donc je trouve que la notion de liberté pédagogique que je vois aussi dans cette doctrine, même si c'est très technique, elle apparaît quand même. Donc c'est important et voilà, je tenais à le souligner. Et puis, mais bon, voilà, évidemment, on peut déplorer qu'en face de la doctrine technique, reste entière la question des financements. Mais peut-être on y viendra un peu plus tard. Je ne pouvais pas ne pas finir par ça. Parlons de la stratégie, du coup, et essayons de répondre à votre question. Donc, où va-t-on ? Donc, Audran, donc effectivement, la stratégie se précise. Et donc, est-ce qu'on peut tracer justement ces 4 lignes directrices aujourd'hui qui ont émergé autour de cette concertation ? Oui, alors sans garantie que ce soit au mot près les axes stratégiques tels qu'ils figureront in fine, parce que voilà, il y a encore quelques étapes de validation en haut lieu, au ministère, dans les collectivités locales, etc. Donc ça a encore le temps de bouger. Mais je pense que voilà, on a quand même 4 piliers qui semblent assez fondamentaux et stables pour qu'ils passent les différentes couches de validation. Le premier axe, on l'a intitulé aujourd'hui « Un écosystème engagé au service d'une politique publique partagée ». C'est un peu le reflet de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, on est nombreux à participer de cette politique publique. Chacun tout seul ne peut pas faire grand-chose, donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, et pour que l'édifice tienne debout, il faut qu'on apporte notre pierre à peu près au bon endroit et selon les plans qu'on a collectivement fixés. Donc ça c'est le premier point, et donc derrière ça veut dire continuer dans une gouvernance qui associe l'ensemble des acteurs. Donc en ça, la démarche qu'on a mis en place pour la co-construction de la stratégie, en réalité, c'est une démarche qui doit ensuite se tenir sur le long terme, qui doit également nous amener à partager nos données, notamment entre État et collectivités locales, pour qu'on puisse partager des tableaux de bord sur le numérique éducatif, pour que nous, on sache dire, ben voilà, la carte des formations des enseignants, que les collectivités puissent dire, ben voilà, la carte des équipements scolaires, etc., etc., qu'on puisse partager ces choses-là pour piloter ensemble, finalement, cette politique publique. La deuxième ligne stratégique, c'est tourner sur les compétences numériques. Hein, c'est un peu la première réponse à la question du pourquoi. Hein. Donc c'est l'école qui doit enseigner les compétences numériques. En réalité, c'est pas que les compétences, c'est déjà la culture du numérique. Savoir également inculquer, ou en tout cas exercer les élèves pour qu'ils acquièrent une meilleure aisance dans l'utilisation de l'outil numérique. Ça, c'est essentiel, non seulement dans leurs études, mais plus tard dans leur vie professionnelle. Et c'est les compétences vraiment purement numériques. Et pour cela, on s'appuie notamment sur la plateforme Pix, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qui permet à la fois d'évaluer, s'auto-évaluer sur ses compétences numériques, mais également de développer ses compétences, voire de certifier ses compétences, qu'on soit élève au collège, en lycée, mais également enseignant, puisqu'on a décliné Pix pour les enseignants. Je cite Pix, mais évidemment, c'est un outil parmi d'autres sur ces sujets-là. Le troisième axe, il est, je vous le cite, une communauté éducative soutenue nationalement par une offre numérique raisonnée, pérenne, adaptée et inclusive. Alors peut-être qu'on le simplifiera un peu cet axe parce qu'il y a beaucoup d'adjectifs, mais c'est des adjectifs qui résonnent avec ce qui vient d'être dit, hein, notamment. J'insiste sur le sujet de pérennité que tu mettais en avant, Célia. Je buvais tes paroles. C'est, je pense, un vrai sujet aujourd'hui, un frein à l'adoption de pratiques numériques. Pourquoi ? Parce qu'on a prouvé par le passé que ces politiques-là n'étaient pas pérennes. Et donc, si je prends un exemple parmi 1000 autres, on a par le passé passé un marché pour les BRNE, les banques de ressources numériques éducatifs. Donc voilà, on passe un marché, ça permet d'avoir des ressources en maths, en français pour tel cycle, tel niveau, etc. Seulement, c'est le temps du marché.
Donc pendant 3 ans, 4 ans, les ressources sont à disposition. Certains professeurs s'en emparent parce que poussés par leur délégation académique au numérique, avec la formation qui va avec, etc. Donc il y a des enseignants, des professeurs qui font l'effort, parce que c'est un vrai effort, de changer leur pratique pédagogique, d'introduire ces activités numériques dans leur cursus d'apprentissage, etc. Et du jour au lendemain, au bout des 3 ou 4 ans du marché, parce qu'il n'y a pas de relais, parce que la pérennité n'a pas été pensée, les ressources disparaissent. Et si personne ne prend le relais, eh bien, l'enseignant doit retourner à ses pratiques d'avant. Et d'où un découragement, parce que tout cet investissement pour ça, retour à la gomme au crayon, enfin bon. Et donc ça, c'est totalement décourageant et contre-productif. Donc, on essaye là-dessus de pousser une vision qui s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est le développement de communs numériques. Donc ça, c'est l'État qui apporte des communs numériques, comme l'exemple du projet ELEA avec un Moodle national qui va permettre de façon pérenne donc, aux professeurs d'utiliser ce commun numérique pour réaliser des parcours pédagogiques, les partager entre pairs, les utiliser avec leurs élèves, etc. Ça, c'est le premier pilier de la stratégie pour assurer cette pérennité. Et puis la deuxième, mais là, on va tout de suite arriver sur des sujets budgétaires, effectivement, qui est comment finalement faciliter au plus près du terrain, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement lui-même, de l'équipe pédagogique, l'acquisition simple et immédiate de ressources numériques pédagogiques, que ce soit des manuels numériques ou des ressources numériques produites par des entreprises de l'EdTech. Et donc, arriver à simplifier cette acquisition, donc on parle beaucoup d'un contre-source, d'un chèque. Alors, chèque, j'aime pas trop parce que ça fait ancien temps papier. Ça sera évidemment de la monnaie électronique, hein, tout ça. Mais donc, qui permettent aux enseignants de très simplement acquérir une ressource et puis la voir apparaître directement dans son ENT via son médiacentre pour pouvoir l'utiliser dans sa classe. Donc ça, on travaille là-dessus, mais pour ça, il faut déjà qu'on ait l'assurance, et donc c'est tout l'objet aussi des prochains jours et semaines, d'avoir l'assurance de pouvoir alimenter budgétairement ce compte et de pouvoir probablement d'abord l'expérimenter localement pour constater déjà que ça répond à un besoin, que ça marche avant de le déployer à plus grande échelle. Donc ça, c'est le deuxième pilier autour de cette stratégie pour une offre numérique, notamment qui soit pérenne. Et puis la quatrième ligne stratégique, mais là je vais être très rapide, c'est plus centré sur nous-mêmes, entre guillemets, sur notre système d'information, sur comment le rendre plus agile, plus interopérable. Et donc là, interopérable avec nous-mêmes, mais également avec l'ensemble de l'écosystème. Donc voilà, on a toute une stratégie interne de rénovation de notre système d'information. On parlait tout à l'heure effectivement de logique de plateforme. Et donc également de crainte des collectivités sur l'ENT. On parlait également de doctrine technique. Est-ce que tu peux aussi peut-être détailler justement ce que cette logique de plateforme en fait couvre? Alors, je vais essayer d'être rapide parce que je vois le temps qui file. Alors, effectivement, on a d'abord parlé de ce concept d'État plateforme qui a pu faire peur. Bon, déjà, c'est un terme qui est très technocratique, bon, mais j'assume. Et par ailleurs, il ne veut pas forcément dire ce qu'il veut dire du premier abord. Enfin, l'État plateforme, c'est dire simplement que ce n'est pas l'État qui va tout faire. L'État, il a un rôle précis à jouer pour organiser l'offre de numérique pour l'éducation. Il a principalement deux rôles. Le premier, c'est de fixer un certain nombre de règles, de règles du jeu, de règles d'exigences communes, partagées, simplement pour que chaque acteur qui apporte sa brique, son service, son site, sa ressource, puisse le faire dans un contexte homogène, cohérent, lisible pour l'utilisateur. Et derrière, le mot-clé, c'est l'interopérabilité. Donc là, l'État, il est là pour fixer ces règles, et donc c'est là où la doctrine technique du numérique pour l'éducation intervient. C'est l'idée
de partager cette doctrine technique pour que tous les acteurs qui interviennent dans le numérique pour l'éducation sachent comment ça doit s'organiser, cette offre de numérique pour l'éducation, quelles sont les contraintes à respecter, quelles sont les exigences en termes d'interopérabilité, quelles sont les exigences en termes de sécurité, de confidentialité des données, etc., etc. Donc ça, premier rôle, c'est de fixer ces règles. Et ces règles, l'idée, c'est de les co-construire. Hein. Et donc c'est la raison pour laquelle on a envoyé cette doctrine technique en consultation publique hier pour permettre à tout le monde d'y réagir, sachant qu'on l'a déjà co-construite en amont. Et deuxième rôle, c'est le fait que l'État vienne fournir quelques briques d'infrastructures essentielles qui permettent à l'écosystème ensuite de s'en emparer et de faire fonctionner l'ensemble des services. Pour être concret, un des irritants potentiels chez les utilisateurs, c'est d'avoir à multiplier ces logins mots de passe dans l'ENT, dans Pronote, dans tel ou tel site pédagogique, pour tel ou tel manuel scolaire, etc. etc. La manière d'y remédier, c'est l'État qui apporte la brique, qui gère l'identification des élèves, des parents, avec EduConnect, hein, ça existe déjà. Mais donc l'État apporte cette brique d'infrastructure, la met à disposition de l'ensemble des acteurs du numérique pour l'éducation, pour que quand un acteur a besoin d'identifier tel ou tel, eh bien, il puisse recourir à cette brique en partenariat qui est offerte par le ministère. Donc voilà les deux rôles. Et puis après, évidemment, l'État joue un rôle de fournisseur de services, mais ça, comme les collectivités locales, comme toutes les parties prenantes, au même titre que les autres. Anne-Charlotte, Célia, Mylène, même question finalement. Comment vous percevez ces orientations et est-ce qu'elles font sens pour vous, pour les entités que vous représentez et quelle est finalement pour vous celle qui vous caractérise le mieux? Je continue. Allez. Donc sur les 4 points qu'Audran Le Baron vient de citer, nous, il y en a un. Alors ils sont tous. Alors déjà on est d'accord sur les objectifs, sur les grands objectifs. On peut pas revenir. Il faut une école dans son temps qui développe les compétences numériques, une communauté éducative soutenue par une offre numérique raisonnée, etc. pérenne. Il y en a une sur laquelle je vais m'attarder là parce qu'elle me semble importante du point de vue des collectivités. C'est un écosystème engagé au service, et les termes importants sont une politique publique partagée. À mon sens, c'est un incontournable pour la collectivité parce que l'élève, du point de vue de l'éducation nationale, il est un enfant du point de vue des parents et du point de vue de la collectivité territoriale. Et puis si on remonte un peu dans le temps, Audran Le Baron l'a dit aussi tout à l'heure, le système était foisonnant, et le système il était foisonnant notamment parce qu'il n'y avait pas eu de stratégie, parce qu'il n'y avait pas eu de règles claires, et donc tout le monde a avancé comme il pouvait. Beaucoup de collectivités ont fait leur propre stratégie. Elles ont avancé en fait. Depuis 10 ans. Et donc, elles ont déjà des politiques donc, sur lesquelles il va falloir aussi se caler, que cette stratégie se cale aussi avec les propres politiques des collectivités. Donc, on a eu plein de choses. On a eu, alors je citerai pour le coup une initiative d'une collectivité. On a eu notamment, donc il y a un système foisonnant, mais qui donne parfois des bons résultats. On a eu l'expérience de BBB pendant le confinement, donc Big Blue Button, qui est un service de visioconférence qui a été déployé en Nouvelle-Aquitaine pendant le confinement, et maintenant on le retrouve au niveau national, donc dans les communs numériques. Donc c'est vrai qu'il faut aussi trouver là encore le bon curseur entre ce que l'on va mutualiser et puis ce qu'il faudra laisser à l'initiative de chaque terrain pour qu'il réponde à ses propres besoins. Donc si je reviens sur cette politique publique partagée, nous ce qu'on voudrait, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir encore davantage d'outils de concertation. Moi ce dont je rêve, c'est d'une espèce d'immense tableau de bord commun. Voilà, un immense tableau de bord de pilotage, que l'on sache là où va l'État, que l'État sache aussi là où vont les collectivités, ce qu'elles sont en train de développer sur le terrain. On aimerait bien aussi des fois savoir ce que font les académies. Donc voilà, on m'a demandé, c'est Départements de France, la nouvelle chargée de mission, quand elle est arrivée, elle m'a dit: est-ce que tu as une cartographie des outils du numérique de l'État? J'ai demandé à l'État, voilà, elle me dit non, en fait on n'a pas de cartographie des outils, donc on va essayer de la construire. Voilà, c'est
une demande. Voilà, donc État, rectorat, collectivité, bien évidemment. Et aussi parce que pour bien piloter tout ça, il nous faudra aussi partager des indicateurs de suivi. Alors ça, c'est nettement... Enfin, voilà, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, de monter un tableau de bord des indicateurs. On le voit, que ce soit des deux côtés. Hein. Voilà, et puis des instances de concertation. Et là, je vais insister sur un point. Donc, il y a une instance de concertation au très haut niveau qui vient de se mettre en place. Mais lorsque j'écoute les collectivités, c'est des instances de dialogue, c'est des chaînons manquants. C'est-à-dire qu'on a une chaîne, et puis parfois, on ne sait pas qui est le référent numérique. Donc la chaîne, elle est tout en bas de l'échelle et elle est cassée. Donc ça ne remonte pas. Et à l'inverse, ça ne descend pas. C'est-à-dire que la politique de la collectivité ne descend pas dans le PLE ou dans l'école. Et puis les sollicitations du terrain ne remontent pas jusque la collectivité. Donc voilà, il faudrait aussi qu'on travaille sur cette chaîne pour avoir effectivement une politique publique partagée. Merci. Anne-Charlotte ? Tout à fait. Déjà, je tenais à dire que la formulation des piliers est extrêmement proche de ce que les ateliers ont produit. Donc, c'est déjà une victoire parce que les ateliers, parfois, peuvent amener à des piliers complètement décorrélés de ce qui s'est passé avant. Donc, je vous rassure, les piliers finaux sont liés aux ateliers précédents. Je m'attarderai sur l'importance des règles communes. Un des défis de l'écosystème de la EdTech aujourd'hui, c'est de comprendre les règles du jeu, les règles d'achat, les règles d'usage, les règles de pérennité, entre ce qui est piloté par le ministère, ce qui est piloté par les collectivités, communes, départements, régions. Il y a beaucoup de choses à maîtriser et c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir des règles claires, communes et partagées entre tous. Donc ça sera déjà quelque chose d'extrêmement utile. Et ensuite, évidemment, le fameux contre-source qui a été évoqué. Et je reviens sur l'idée initiale du contre-source. Ce n'est pas uniquement de fluidifier l'achat de ressources numériques et de créer les conditions d'un vrai marché pour les entreprises. Derrière cette idée de contre-source, c'est en fait la réalité du terrain où aujourd'hui, l'enseignant dans sa salle de classe, quand il a besoin d'un outil numérique, d'une ressource numérique, et qu'il est convaincu qu'un outil fonctionne et qu'il n'a pas le budget pour l'acheter, en fait, l'enseignant, il va le faire quand même. Il va l'acheter sur ses deniers personnels, comme il le fait sur tout un tas de choses. Et ça, c'est pas normal. Et surtout, ça ne permet pas de tester la meilleure innovation possible pour trouver la ressource parfaitement adaptée aux besoins de sa salle de classe, au niveau de ses élèves et à la réalité de son territoire. Donc derrière le contre-source, au-delà de l'idée d'un achat simplifié et rationnel des ressources numériques par enseignant, par établissement et par territoire, il y a aussi cette grande idée de liberté pédagogique et de rendre en fait fluide quelque chose qui parfois se passe déjà en classe. Et après, si ce pilier-là est mis en place, ou plutôt quand il sera mis en place, il y aura tout l'enjeu du respect RGPD, de la gestion des données, de comment est-ce qu'on est capable de montrer patte blanche, nous, entrepreneurs du numérique, pour établir une confiance entre l'enseignant qui achètera en direct sa ressource et le parent qui verra que l'enseignant achète en direct la ressource. Donc ça, c'est aussi un des grands sujets. Et enfin, s'il y a un référencement des offres EdTech rationnelles et lisibles pour que l'enseignant puisse acheter sa ressource, dans ce cas-là, il faudra un moteur de recherche extrêmement puissant, ou en tout cas qui soit utile et fin pour que, justement, en cherchant à bien faire, c'est-à-dire en cherchant à rationaliser l'achat, on ne cache pas de futures potentielles innovations venant du secteur privé et qu'on ne cache pas non plus les ressources gratuites créées par des enseignants qui existent aussi déjà. Donc voilà, donc plein d'enjeux que soulèvent ces piliers-là, mais en tout cas, on garde en tête la lisibilité et la simplification entre la salle de classe et la ressource produite. Et tout ce qui concerne l'interopérabilité, c'est un sujet crucial et je terminerai là-dessus. Il y a énormément de ressources aujourd'hui en France qui existent. Ce qui va faire notre force, c'est la capacité des entreprises à travailler ensemble, à partager leurs données, à avancer ensemble aussi au niveau européen. Il y a plein de choses qui sont en train de se décider au niveau des standards concernant l'intelligence artificielle.
Donc voilà, je pense qu'il faut aussi aider l'écosystème français à travailler ensemble en termes de partage de données, et je suis contente de voir que ça prend cette direction. Célia ? Oui, pour finir, je compléterai effectivement sur la partie donc déjà financement. Donc le compte ressources effectivement permet de mettre au plus près de l'enseignant le choix de la ressource, et ça c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, alors je suis un peu moins positive que Anne-Charlotte, aujourd'hui un enseignant, quand il veut accéder à une ressource, il ne va pas l'acheter sur ses deniers personnels, non, il va aller chercher des ressources gratuites. Et les ressources gratuites, en règle générale, ça ne marche pas très bien avec le respect des données. Donc c'est vrai que là, il y a un hiatus qu'un financement organique et pérenne pourrait quand même... voilà, ça pourrait faciliter la vie aux enseignants. Donc après, je ne vais pas revenir sur voilà, la pérennité, la vision qui est essentielle pour le développement des usages. Le cadre, effectivement... de protection et de garantie des données, avec une insistance, tu l'as dit Audran, pardon, sur simplifier les parcours utilisateurs, et ça on est tous autour de la table convaincus qu'on n'est pas au bout et qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a un point sur lequel je m'interroge, et voilà, c'est la bonne occasion puisque Audran est là, c'est sur la question des communs et de l'énergie qu'on va mettre à développer un ELEA, un Moodle, parce qu'en fait, alors je vais froisser quelques susceptibilités, mais dans le monde des ressources de l'éducation, les communs, ça n'existe pas ou peu. En fait, quand vous observez quantitativement tous les travaux qui sont faits par les enseignants, c'est-à-dire que vous regardez de manière, avec des travaux de la recherche, qu'est-ce qui est réellement fait par les enseignants, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, en fait, vous vous rendez compte que 80% des séquences qu'il produit sont issues en fait, de manuels scolaires, en l'occurrence, qu'ils viennent modifier, compléter, adapter, bien sûr, ça, depuis tout temps. Donc la notion de commun, elle existe, certes, mais est-ce qu'on doit consacrer du temps et de l'argent à aller développer un Moodle, alors que la demande des enseignants, elle n'est pas là. La demande des enseignants, c'est « faites-nous gagner du temps ». Et « faites-nous gagner du temps », c'est pas en allant produire toutes nos séquences pédagogiques, parce que justement, les ressources éditorialisées, que ce soit les manuels scolaires ou des ressources EdTech, elles sont là pour ça. Elles sont là pour faire gagner du temps, pour que 80% du temps de l'enseignant ne soit pas consacré à des choses très lourdes. Enfin, il faut imaginer ce que ça veut dire que de faire tous ses propres cours. Enfin, voilà. Nous, on est bien placés pour savoir qu'on mobilise des centaines d'auteurs, des centaines d'éditeurs pour réaliser ce travail-là. Donc, la question, c'est plutôt comment on peut utiliser peut-être Moodle pour que l'enseignant ait du temps, en tout cas, à dégager pour aller faire les travaux à valeur ajoutée qui est le cœur de son métier, à savoir par exemple la différenciation dans la classe. Faire de la différenciation dans une classe, ça prend énormément de temps déjà. Donc ne lui demandons pas en plus d'aller faire tous ses cours. Voilà, c'est ma question. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Donc c'était mon petit point. Et voilà, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Bon, on est quasiment, je crois, pas très loin de la fin. On a 3 minutes si on veut prendre une question ou deux. Mais je me présente, Sébastien Sainz, je travaille à Bordeaux Métropole. Et j'avais une question sur les solutions que vous posez, en fait. Stratégiquement, est-ce qu'elles vont être en substitution ou elles vont s'inscrire dans un panorama de solutions qui existent, entre autres les solutions du commun que vous avez évoquées et le compte pour tous? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est voilà, ce qu'on va mettre en place, est-ce que ça vient en substitution ou en complément voilà. Alors, j'ai beaucoup la question justement sur les sujets de commun numérique. Donc, je pense que c'est lié à ça, au sens où aujourd'hui, les collectivités locales ont, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, investi sur cette question-là et ont dans leurs ENT qui un Moodle, qui une classe virtuelle, qui tel ou tel service qui est offert au sein du portail territorial. Et donc la question, c'est dès lors que l'État vient sur ce terrain-là, entre guillemets, et offre tel ou tel type de service, qu'advient-il de la ressource au niveau du territoire? Donc je comprends que c'est à votre hochement, peut-être que c'est bien ça la question. L'idée, on a conscience qu'on marche entre guillemets sur les plates-bandes des collectivités locales. Mais l'idée, c'est de le faire de façon intelligente. C'est-à-dire quand on constate que, pour prendre cet exemple, il y a un certain nombre de plateformes Moodle qui fleurissent dans chaque ENT régional et qui, pour certaines, sont de plus en plus utilisées.
ça commence à poser question parce que d'une part, ça veut dire que toutes les régions refont les mêmes investissements les unes à côté des autres, donc on additionne les coûts, et d'autre part, un professeur qui passe d'une académie à l'autre, il risque de perdre tout le travail qu'il a effectué à un endroit et à pas réussir à le retrouver là où il revient. Parce que les versions de Moodle sont différentes, parce que les plugins sont différents, parce que sais-je. Et puis, ça limite également les capacités de collaboration parce qu'un professeur de Dijon ne va pas pouvoir travailler avec un professeur de Rennes où ça va être compliqué, etc. Et donc, c'est là qu'on se dit il y a un terrain favorable à proposer un Moodle au niveau national que chaque territoire pourra ensuite intégrer dans son offre de NT ou de portail territorial. Donc l'idée, c'est bien des communs numériques qu'on met à disposition et qui ont vocation à être réintégrés ensuite dans chaque écosystème local pour que les choses fonctionnent au mieux. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question là. Bonjour. Je m'appelle Charles, je dirige une EdTech, je dirige le bureau de Québec de cette EdTech et du média. Et effectivement, là-bas, on n'a pas de chaîne, Estime, PIA, CCR, ENR, EduUp, PIA, TNE, etc. Il y a une mesure financière qui descend dans les commissions scolaires, qui descend ensuite jusqu'aux écoles et aux profs. Et cette mesure dépasse la durée de vie du ministre, du gouvernement et de quoi que ce soit. Alors, le meilleur exemple, c'est que d'ailleurs Edumédia, ou même notre projet ALEC, a 3000 enseignants abonnés à Québec, 2 en France. Alors, bien sûr, le problème, c'est quand même cette logique d'appel d'offres et de plans et d'autres choses. Alors, j'ai bu vos paroles avec beaucoup d'intérêt, et j'ai bu du petit lait presque, parce que j'ai presque vu encore le catalogue chaque ressource, vous ne voulez pas le renommer comme ça, mais réapparaître un petit peu. Depuis Gilles Braun, Alain Tillet, etc., je ne cesse de dire que cette vraie école de la confiance, enfin juste cette partie-là qui donne confiance au prof qui est un adulte, qui sait gérer et va développer des bonnes pratiques, il faut lui laisser cette opportunité de décider. Alors, je n'ai pas l'impression que les TNE, avec un appel d'offres qui a dit il y aura 3 attributaires, enfin je prends un exemple. Je suis avec une classe 10, je veux Moby10, qui est une super ressource. Elle n'a pas gagné l'attribution du lot 10 école inclusive, donc comment il va se débrouiller pour avoir Moby10? Et là, on rentre dans les problèmes sur ses deniers, le gratuit ailleurs, du je sais pas quoi. Donc, j'ai bien envie de vous croire, mais ce qui vient de sortir avec les TNE ne prend pas la direction de cette liberté pédagogique. Et j'entends beaucoup de l'école de la confiance. Donc, bénéfice du doute. J'ai vraiment découvert cette banque de ressources ou cette politique d'achat. En tout cas, tout ce que je peux vous demander, c'est que les piliers qui sont vraiment importants, c'est faire durer, faire simple, mais très simple. Ce que je vois au Québec me fait comprendre à quel point ce mot est important. Et puis faire confiance. C'est-à-dire vraiment, je pense qu'on le fait vraiment insuffisamment en France. C'est-à-dire que les professeurs ont besoin qu'on leur dise tiens, tu as décidé que toi, tu as besoin d'une clarinette pour ta classe. Dote-toi d'une clarinette. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. On est d'accord. Donc vous me laissez le bénéfice du doute. Je vous remercie. Je crois qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Et je suis d'accord. Les TNE, c'est un de mes enjeux d'ailleurs. Les TNE ne sont pas partis là-dessus parce qu'il a fallu faire vite et que donc on a fait ce qu'on savait faire jusque-là, à savoir un marché. Mais mon sujet, c'est justement l'après-TNE. C'est ça que je vise avec mon contre-source en réalité. C'est-à-dire que j'ai bien conscience qu'il y a 12 territoires dans lesquels il y a des pratiques qui vont changer fondamentalement dans la pédagogie. Et moi, je pense à dans 3 ans, oui, ça doit être ça à peu près l'échéance. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse prendre le relais derrière. Et donc, c'est à ça que ça sert. Et Charles, je te rejoins parce qu'on a déjà parlé ensemble. Il y a aussi, tu disais, faire durer la politique publique. Là, on est aussi à un moment où il faut faire durer les entreprises qui innovent. Donc, tout le monde a conscience qu'il y a une crise économique en cours. Ça n'aura échappé à personne. Et on a un vrai enjeu de survie des entreprises du numérique si on veut continuer à avoir des outils innovants en France, produits par des entrepreneurs français. Et ça, je pense que le sens de l'urgence capitalistique pure commence à être bien saisi par tout le monde. Alors, juste si ça peut vous rassurer aussi, on a à peu près le même discours côté collectivité territoriale. On demande à l'État d'arrêter les appels à projets, les AAP, qui tombent sur les collèges, l'école, lycées, voilà, et d'ouvrir plutôt un guichet
dans lequel on pourrait venir présenter un certain nombre de projets. Donc et on aussi a à peu près quelque le même chose. discours. Pardon, ce que le Québec fait très bien et ce qu'on ne fait pas bien en France, on n'en a pas parlé, c'est la capacité, après une expérimentation, donc après avoir vu sur le terrain que ça se passait bien, que l'outil fonctionnait, que l'enseignant était content, que les élèves progressaient, on a un vrai problème de passage à l'échelle. Et ça, on n'en a pas parlé. Et le Québec, sur ça, est bien meilleur que nous. Si ça marche, ça se déploie. Pareil aux États-Unis avec leur système de district, pareil en Allemagne, pareil en Espagne. Et c'est vrai qu'en France, de par le fonctionnement des collectivités, de par la structure publique de notre pays, on est très mauvais sur expérimentation, passage à l'échelle. Et ça, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est pour moi, c'est l'éléphant dans la pièce. Et on le voit tous. Et j'espère que ça sera aussi adressé dans la mise en place des 4 piliers. Merci beaucoup. On a dépassé de 4 minutes et 23 secondes, donc je vous propose de clôturer maintenant cette table ronde. Merci pour votre écoute, vos questions. Merci à nos 4 intervenants pour leur clarté et bon après-midi. Merci.